Bonjour et bienvenue à la semaine de la vigne et du vin. La conférence de cet après-midi va vous permettre de découvrir ce qu'est et représente le secteur de la vigne et du vin dans notre région. Quels sont ses métiers, quels sont les besoins de recrutement, quelles sont les différentes formations et les niveaux de formation qui permettent d'y accéder. Pour cela, nous allons d'abord regarder ensemble une courte vidéo qui vous permettra d'avoir toutes ces informations. Ensuite, pour illustrer concrètement ces possibilités d'évolution dans le secteur d'activité de la vigne et du vin, nous accueillerons Magda Müller, qui nous parlera de son parcours de formation et son parcours professionnel jusqu'au poste qu'elle occupe aujourd'hui dans l'entreprise des vignobles du Cours. Dans un second temps, nous vous expliquerons comment les entreprises du secteur s'engagent sur le long terme à continuer à produire tout en respectant et en tenant compte de l'environnement et des ressources naturelles, ainsi que de la qualité de vie au travail. Pour cette présentation, j'accueillerai d'abord Magda Müller, qui est donc assistante marketing au vignoble du Cours. Ensuite, monsieur Serge Melchior, qui est directeur du développement durable au Grand Chai de France, et Marie-Catherine Dufour, directrice des services techniques au comité interprofessionnel des vins de Bordeaux. Tout au long de cette conférence, vous avez la possibilité de poser vos questions via le chat qui se trouve à droite de votre écran. Je m'en ferai le relais auprès de nos interlocuteurs. Donc c'est parti, on va d'abord regarder la vidéo. Les métiers de la vigne et du vin en Nouvelle-Aquitaine. L'agriculture est le premier employeur en Nouvelle-Aquitaine. Les métiers de la vigne et du vin, appelés également vitiviniculture, représentent à eux seuls 30% de l'emploi agricole régional et regroupent 22 000 emplois. Cette activité est très concentrée sur les départements de la Charente-Maritime, la Charente et la Gironde, qui est le premier département producteur à l'échelle nationale. Le saviez-vous ? La viticulture est un secteur d'excellence régionale. 95% des volumes vinifiés bénéficient d'un signe de qualité. C'est aussi un secteur qui se renouvelle avec 30% des exploitations à transmettre d'ici 5 ans. La viticulture a des besoins en main-d'œuvre importants. En 2020, il représente un recrutement régional annoncé sur 10. Ces recrutements sont avant tout saisonniers et associés au pic de production. Les professionnels appartiennent à 2 secteurs d'activité, l'agriculture et l'agroalimentaire. Ils forment 5 familles de métiers: les ouvriers viticoles, les responsables viticoles, également les chargés d'études et de conseil, les professionnels de la fabrication viticole et enfin les professionnels de laboratoire et du contrôle qualité. Majoritairement des hommes, les actifs du secteur ont plus de 45 ans et sont en CDI. Pour exercer leur métier, ils possèdent des connaissances techniques sur la culture de la vigne et sur le vin. Le secteur propose des évolutions de carrière intéressantes, valorisant l'expérience, et facilité par la formation. Malgré tout, il existe d'importantes difficultés de recrutement, motivées par un déficit d'attractivité, une méconnaissance des métiers ou encore un éloignement du lieu de travail. Les tractoristes et les commerciaux font partie des métiers avec le plus de difficultés de recrutement par manque de profils qualifiés. De nombreuses formations régionales scolaires, mais également pour les salariés et demandeurs d'emploi, permettent d'accéder au métier de la vitiviniculture. Ces formations vont du niveau CAP au Bac+5. Les certifications supplémentaires augmentent l'employabilité des professionnels. Elles ont vocation à répondre aux enjeux de demain, tels que la sécurité au travail, l'agroécologie, les outils d'aide à la décision, la collaboration et la formation, correspondant aux exigences des consommateurs et aux besoins des professionnels. D'ailleurs, la viticulture et la viniculture biologique ont le vent en poupe. Elles attirent particulièrement les nouveaux professionnels, les jeunes générations et les femmes. Pour en savoir plus sur ces métiers de la viticulture,
Rendez-vous sur notre site internet cap-métier.fr. Voilà, bon, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. Effectivement, comme il est dit à la fin, vous pouvez retrouver plus d'informations, plus de vidéos également, des interviews et des témoignages de professionnels de la vigne et du vin sur le site de capmétier.fr et suivre tout au long de la semaine C'est mon job qui ont lieu sur les différents métiers de ce secteur d'activité. Alors, pour justement un peu imager, illustrer les différentes possibilités d'évolution de carrière dans ce secteur, je vais laisser la parole à Magda Muller qui va se présenter d'abord et qui ensuite va nous parler de son parcours de formation. Magda, c'est à vous, je vous laisse la parole. Donc, merci Madame Blanchou de me recevoir aujourd'hui. Donc avant tout, donc je suis Magda Muller, je travaille actuellement au vignoble du Cours dans l'Entre-deux-Mers. Il faut savoir que moi, je ne suis pas du tout issue du milieu agricole. Mes parents ne sont pas agriculteurs. Et en fait, j'ai fait ce choix dès le lycée d'aller au lycée agricole. Et en fait, c'est ainsi que j'ai découvert petit à petit vers la branche en fait, vers laquelle je voulais travailler, donc qui était de la viticulture et l'œnologie. Donc, j'ai été orientée dans un BTS viticulture-œnologie, donc celui de Blanquefort. Où j'y ai passé 2 ans très bien, très formatrice, avec de très bons professeurs et beaucoup de stages aussi. Ensuite, j'ai eu la chance en fait de faire partie de la 3e promotion qui pouvait accéder à l'école d'ingénieurs agronomes par alternance. Donc ça, je l'ai réalisé à Bordeaux Sciences Agro, donc ex-ENITA. Donc en fait c'était une école d'ingénieurs cette formation n'avait pas pour but de me spécialiser en fait dans la viticulture et l'œnologie, mais en fait devait nous spécialiser dans la reprise et le management d'exploitation agricole de manière générale. Donc c'est une formation où j'ai eu beaucoup de comptabilité, analytique, de gestion globale en fait d'exploitation, de management, un peu de marketing et voilà. Donc c'était une formation très globale, très très formatrice, intéressante, et c'est surtout aussi de l'alternance qui a été, je pense, un gros plus dans ma carrière par la suite, parce que lors de l'alternance, j'ai vraiment été formée pour tous les travaux ouvriers de la vigne, à la conduite d'engins aussi. Et puis en fait, ça fait que du coup après j'avais une légitimité technique plus importante quand après je me suis retrouvée sur le marché du travail. Donc après mes études, j'ai voyagé parce que c'était le but aussi de travailler dans la filière vin. Donc je suis allée travailler aux États-Unis où j'ai fait des vinifications, j'ai travaillé en Nouvelle-Zélande, j'ai travaillé en Amérique du Sud. Bon, des périodes assez courtes de 6 mois pour les vinifications. Et ensuite, je suis revenue en France où j'ai trouvé un poste de technicien vigne en cave coopérative. Dans une cave coopérative qui s'appelle Vino Valley, c'est dans le sud-ouest, et j'étais sur le vignoble de Fronton. Donc technicien vigne, c'est un métier que je connaissais pas trop, enfin je savais à peu près ce qu'on allait attendre de moi, mais c'est vrai que le milieu de la cave coopérative, ça a été très très formateur, très intéressant, parce que donc le but c'était mon rôle c'était de conseiller des viticulteurs de la plantation jusqu'à la récolte, d'organiser les vendanges. Donc là, j'avais en charge 80 coopérateurs, 1200 hectares. Donc, c'était très, 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 très formateur et très sympa parce que Vino Valley est une boîte sympathique. Lors de cette mission, en fait, j'ai développé en fait un intérêt un peu plus poussé pour le marketing. Donc, pour notamment le château Marguerite, en fait, c'est un château qui appartient à Vino Valley sur le vignoble de Fronton et dont l'image n'était pas du tout exploitée, alors que c'est quand même c'était un très joli domaine et je trouvais ça dommage. Donc voilà, j'étais très très motivée pour défendre l'image du Frontonnais, l'amélioration de la qualité, de la visibilité pour les consommateurs. Et j'ai commencé à m'engager sur mon temps personnel, à faire quelques actions marketing, donc à faire des photos sur les réseaux sociaux. Je me suis en fait auto-proclamée ambassadrice du Château Marguerite. Et voilà, donc on a commencé aussi à travailler sur un projet touristique. Et bon,
de fil en aiguille, ça allait plutôt bien. Et puis, en fait, lors de la crise en 2019 de la taxe Trump, tous les projets se sont arrêtés. Et donc là, à ce moment-là, j'ai commencé à me dire, bon, en fait, c'est vraiment ça que je veux faire. Et donc, après 5 ans en tant que technicienne VIN, j'ai décidé de me réorienter, en fait, dans une partie plus marketing et commerciale. D'accord. Et donc, dans cette partie marketing et commerciale, je me suis dit, bon, il faut que je reprenne mes études parce que je ne vais pas trouver, en étant ingénieur, je ne vais pas trouver, on ne va pas me recruter en tant que commercial. Donc, j'étais partie pour faire un Master 2 à l'INSEC, Master Commerce international des vins. Et en fait, lors de ma recherche d'alternance, j'ai démarché les vignobles du cours qui, après, m'ont proposé de m'embaucher sans passer par l'INSEC, donc d'être formée en entreprise. Donc, j'ai accepté. J'ai commencé avec un contrat AFP, donc qui est un contrat action formation préalable qui a duré 3 mois. Et après, voilà, ça s'est bien passé. J'ai signé mon CDI. D'accord, très bien. Voilà. Donc, on voit vraiment l'évolution et la diversité, la variété des métiers et des diplômes également, de fait, qu'il est possible de passer dans le secteur de la vigne et du vin. Et aujourd'hui, alors, donc, vous êtes assistante marketing, c'est ça? C'est ça. Alors en fait, donc c'est une entreprise familiale, donc on a des rôles assez diversifiés. Ouais. Donc je fais du community management, donc je m'occupe de tous les réseaux sociaux et de la création de contenu. Après, je fais de manière générale des visuels, des vidéos, et après, j'ai aussi une double mission donc commerciale, donc que je débute un petit peu parce que la période n'est pas trop propice en fait à démarcher en fait de nouveaux clients. Donc ça va un peu plus tard cette partie-là. Ouais, d'accord. Et quelles sont vos missions alors sur autre que la partie commerciale finalement? Alors à côté de ça, en fait, c'est l'intérêt en fait d'avoir à la fois un diplôme technique et de passer dans cette partie marketing parce que c'est des profils qu'on trouve pas trop sur le marché du travail. Et donc nous avons commencé, enfin les vignobles du cours ont pour projet de créer de passer déjà, de se faire certifier en démarche RSE, donc responsabilité sociétale des entreprises. Et donc, quand on est certifié, il faut qu'on sorte un rapport, en fait. Et donc, je suis chargée de la rédaction de ce rapport, en fait, qui prouve enfin voilà, qui montre toutes les choses que nous faisons pour dans la démarche RSE. Très bien. Bon, eh bien, écoutez, je vous remercie pour ce témoignage. Est-ce que vous avez d'autres éléments Oui, si je peux ajouter que en fait, pour les demandeurs d'emploi, c'est vrai que c'était pas évident quand même de chercher une alternance. Donc pour le petit plus en cherchant dans le marketing, en fait, je pense ce qui a aidé ma démarche, c'est que en plus de mon CV, de ma lettre de motivation, j'envoyais un portfolio. Avec les réalisations que j'avais faites pour moi, de manière personnelle et aussi pour Vino Valley. Donc ça, je pense que c'était un élément de plus pour ma candidature. Je me suis beaucoup auto-formée, donc ça, c'est la première période de confinement était tombée finalement un peu à pic pour ça, c'est que j'ai pu je m'étais mis un emploi du temps et je me formais tous les jours. Donc le marketing, on peut beaucoup passer par YouTube pour s'auto-former. Et qu'est-ce que je voulais ajouter? Voilà, que finalement aujourd'hui, par rapport à mon métier, la plus grande difficulté que je trouve, c'est l'orthographe, parce que on est amené à beaucoup rédiger et je pensais pas que ça serait un problème un jour, mais voilà. Donc là, en ce moment, je reconnais que ma faiblesse, c'est l'orthographe et j'y travaille tous les jours en faisant tous les jours. Assez souvent en faisant des petits dictées grâce à YouTube. Donc voilà, pour les gens qui cherchent un emploi, ce que je peux conseiller, c'est de toujours chercher à progresser et à s'améliorer. Et surtout qu'avec Internet, maintenant, on a tous les outils qu'il faut pour s'améliorer soi-même. Très bien.
Écoutez, je vous remercie beaucoup. Et puis, je vais maintenant, pour faire le lien avec la démarche RSE dont vous venez de parler, je vais laisser la parole à Monsieur Melchior qui va se présenter et puis présenter aussi son entreprise, Les Grands Chais de France. Et ensuite, je lui poserai une première question. Bonjour, Monsieur Melchior. Bonjour. Donc Serge Melchior, je suis directeur du développement durable au Grand Chais de France. Et Grand Chais de France, c'est une société française implantée en Alsace, mais avec une forte implication dans le vignoble girondin, puisqu'on a plus de 700 hectares de vignes et on a le plus gros site d'embouteillage d'Europe. Quand je dis le plus gros site d'embouteillage d'Europe, c'est un site qui est capable d'embouteiller plus de 200 millions de bouteilles par an, avec une logistique adaptée, puisqu'on on livre directement nos clients à partir de notre plateforme logistique qui est basée à Landiras. Donc là, tout à l'heure, le petit film que vous avez passé, c'est des métiers surtout tournés autour de la vigne. Alors, dans la filière viticole, il n'y a pas que la vigne, il y a aussi les négociants qui, bien souvent, font le lien entre les viticulteurs et les clients, et aussi les embouteilleurs qui, comme nous, avons des métiers spécifiques qui sont des métiers qui se rapprochent plus de l'industrie, un peu comme des gens qui mettent en bouteille de l'eau minérale ou des jus de fruits. Nous, on met en bouteille du vin avec des contraintes particulières parce que le vin, il faut garder toutes ses caractéristiques organoleptiques, etc., etc. Donc voilà, c'est très particulier. Donc les métiers que l'on a sur Landiras, par exemple, sur le site de Landiras, c'est des métiers d'opérateur-régleur, c'est des métiers de caviste. On a une cave très, très importante avec quasiment 250 000 hectolitres de vin stockés dans la cave. On a des métiers de maintenance, on a des métiers aussi de logisticiens, parce que tous les jours, c'est quasiment 1 million de bouteilles qui quittent le site. Donc tout ça, c'est pour vous dire que les métiers dans la filière, c'est pas limité qu'au domaine de la vigne. C'est ouvert aussi à beaucoup d'autres métiers et on est aussi, nous aussi, en pénurie d'emploi sur ces métiers. Voilà, donc vous recherchez, et vous recherchez par exemple sur quel type de métier? On recherche tous, les cavistes, les opérateurs régleurs et les opérateurs logistiques. Les opérateurs régleurs, chez nous, c'est 200 personnes. Les opérateurs logistiques, c'est une centaine de personnes et les cavistes, c'est une trentaine de personnes. D'accord. Est-ce que vous prenez des personnes en alternance? Alors, on prend beaucoup de personnes en alternance. On est, je pense, un exemple. Depuis très longtemps, on prend des personnes en alternance, que ce soit au niveau bac plus, donc à partir du bac et plus, mais aussi pour recruter, par exemple, on travaille beaucoup avec les missions locales et Pôle emploi, avec des méthodes type méthode de recrutement par simulation qui permet d'identifier des candidats potentiels pour être formés, et nous, on les forme en interne, avec aujourd'hui, maintenant, l'apprentissage, c'est un peu assoupli, donc avec des parcours d'apprentissage de 6 mois, qui permettent de former le personnel que l'on a, les personnes qui sont intéressées de venir travailler chez nous sur les métiers de caviste ou d'opérateur régleur et opérateur logistique. C'est à peu près une 30 à 45 personnes tous les ans qu'on forme. Ah oui, effectivement, c'est important et c'est bien. Et pour ajouter là-dessus, moi je parle de Landiras, du site que je connais, mais toute la filière est dans la même problématique et on a des projets au niveau de la filière du CIVB de Bordeaux-Négoce, de porter ce type de projet vers des formations qui seraient animées et qui seraient organisées par Bordeaux-Négoce. Et peut-être que Marie-Catherine pourra nous en parler un petit peu plus après. Oui. Est-ce qu'il y a des compétences ou des savoir-être ou des savoir-faire particuliers pour retenir votre attention? Alors pour entrer, non, parce que nous on forme les gens, mais c'est vrai qu'un caviste, c'est comme quelqu'un qui est dans un chai de vinification, c'est pareil, c'est le même type de compétences qu'on recherche. Un opérateur régleur, c'est quelqu'un qui doit savoir conduire sa machine, qui doit savoir la réparer. C'est pas des petites machines, c'est une ligne de conditionnement chez nous, c'est plus de 100 mètres de long, c'est pour vous dire la taille. Donc à partir de là, il faut des gens qui sachent réparer techniquement, d'un point de vue mécanique, électronique et électrotechnique, donc il y a une compétence technique assez forte, conduire la ligne et faire des produits qui sont conformes à nos standards. Au niveau logistique, c'est pareil, c'est préparation des commandes pour mise à disposition des camionneurs qui arrivent. Donc voilà les compétences qu'il faut avoir, c'est les compétences qu'on retrouve dans différents métiers. Chez Cdiscount, par exemple, pour la logistique, nous on a les mêmes types de métiers chez nous. Oui, d'accord, très bien. Écoutez, je vous remercie. On a une question
qui arrive sur le chat. Comment peut-on rejoindre ces groupes de formation avec Pôle emploi? Alors, nous, on travaille avec Pôle emploi, et Pôle emploi ou les missions locales envoient toujours, lorsque nous, on recrute, des invitations pour demander aux gens qui sont intéressés ou qui ont été identifiés de participer à une réunion d'information. Donc, les réunions d'information se font quelques semaines avant le démarrage des formations. Et c'est organisé par Pôle emploi. Nous, on participe pour présenter l'entreprise, pour présenter les métiers, etc. À partir de là, les gens qui sont intéressés, où ça match, vont passer la méthode de recrutement par simulation. Donc, ils vont être testés sur leur habileté à développer des compétences. Ça veut dire qu'on ne requiert aucun diplôme. On a eu des gens qui étaient des commerçants avant, des vendeurs de chaussures, etc., qui sont venus travailler chez nous. Mais par contre, on va identifier les gens qui ont l'habilité à développer les compétences. Et à partir de là, ces gens-là, on les reçoit pour un entretien de motivation, simplement, pour voir s'ils sont vraiment motivés pour venir travailler chez nous. Et sur, on va dire, 60 personnes qui assistent à l'entretien, à l'information collective, il y en a une trentaine qui s'inscrivent au recrutement par simulation, et nous, on en retient une quinzaine. Donc, vous voyez, c'est à peu près l'échelle. Et sur les 15, à la fin, on les recrute en CDI. C'est très rare qu'on ne le recrute pas. Il faut vraiment qu'il y ait eu un gros problème ou qu'il y ait eu une erreur. Mais cette méthode marche très, très bien avec la méthode de recrutement par simulation. C'est quelque chose qui marche très bien. Et les formations qui sont derrière, c'est des formations type apprentissage. Donc, déjà, il y a un contrat avec Grancher et qui permettent de rentrer dans l'entreprise en CDI. Très bien. Écoutez, c'est très intéressant. Et donc, on imagine que s'il y a des participants qui sont intéressés, ils peuvent contacter leur agent chez Pôle emploi ou à la mission locale pour avoir des informations plus détaillées sur les prochaines sessions d'information, si elle y en a. Alors, si ça dépend de quelle région, mais nous, on est sur Langon, donc il faut qu'ils se rapprochent de la Pôle emploi Langon ou qu'ils demandent à leur Pôle emploi de se rapprocher de Pôle emploi Langon. D'accord. Écoutez, c'est noté. Je vous remercie beaucoup. J'ai une autre question pour vous, parce que vous êtes directeur du développement durable. Oui. Donc, développement durable, ça rejoint ce qu'on appelle la responsabilité sociétale des entreprises. Oui. Qu'est-ce que c'est on appelle ça aussi la démarche RSE. Est-ce que vous pouvez nous parler de cette démarche RSE? C'est quoi la responsabilité sociétale des entreprises? En fait, la responsabilité sociétale des entreprises, c'est le développement durable appliqué aux entreprises. Donc, c'est la même chose, mais appliqué aux entreprises. Et pour faire de la RSE, parce que la RSE, c'est l'abréviation de responsabilité sociétale des entreprises, le principe de cette démarche, c'est de s'inscrire sur du long terme. Ça veut dire qu'il faut répondre aux besoins présents, mais sans handicaper les capacités futures des générations futures. Donc ça, c'est très important. Pourquoi? Parce que l'entreprise, l'idée de concept de développement durable ou de responsabilité sociétale des entreprises, c'est de continuer à vivre aujourd'hui, mais sans atteindre les capacités des entreprises, des générations futures à continuer à vivre. Alors, il y a 3 piliers sur la RSE. C'est un pilier environnemental, bien entendu, parce que on sait que si on veut continuer à vivre décemment, en bonne santé, etc., il faut préserver l'environnement. La deuxième pilier, c'est un pilier social et sociétal. Pourquoi? Parce que on peut pas concevoir un concept économique sans faire adhérer le tissu territorial autour de ce concept, sans travailler avec le personnel de l'entreprise et le collaborateur, etc. Donc, c'est important d'avoir un aspect sociétal. Et la troisième chose, c'est le pilier économique, parce que ça, il ne faut pas l'oublier. Bien souvent, quand on parle de durable, on dit c'est de l'environnement. Non, c'est pas que de l'environnement. Si on fait que de l'environnement, on risque de pénaliser l'entreprise d'un point de vue économique. Il faut aussi que ce pilier environnemental soit équilibré par un pilier économique. Il faut que l'entreprise puisse continuer à vivre et gagner de l'argent, parce qu'une entreprise qui ne gagne pas de l'argent, elle dépose le bilan, et après, c'est des chômeurs, c'est d'un point de vue territoire, une désertification du territoire, etc., etc. Donc, c'est important d'avoir cet aspect, ce pilier économique en jeu aussi. Donc, le RSE, c'est toutes les décisions, toutes les démarches stratégiques qui vont faire l'équilibre entre l'environnement,
le sociétal et l'économie. Et lorsqu'on est à l'équilibre entre les trois, eh ben, on sait on a de très, très fortes chances d'être dans un concept durable. Et ça, les banques l'ont très bien compris aujourd'hui, puisque quand vous regardez, par exemple, des pubs aujourd'hui à la télévision sur les banques, et à la pub qui passe sur la caisse d'épargne, ils proposent des produits développement durable. En fait, c'est des entreprises qui sont inscrites dans le développement durable et qui, eux, les banques pensent que ces entreprises-là vont durer dans le temps, donc on peut investir sur elles. Donc, vous voyez, c'est un concept qui est moderne, qui est ancien, mais qui est moderne aujourd'hui, qui est important à prendre en compte si on veut durer dans le temps. Donc, cette démarche a pour objectif de l'équilibre de ces trois piliers. Et je vais vous prendre deux exemples pour illustrer ça. J'ai déjà commencé à citer l'exemple de l'environnement. Aujourd'hui, beaucoup de gens disent il faut faire l'environnement. Oui, il faut faire l'environnement pour préserver la nature, pour ne pas compromettre les générations futures d'un point de vue environnemental. N'empêche que si une entreprise est contrainte ou va dans un développement environnemental très très fort, qui lui coûte beaucoup d'argent, elle risque de pénaliser sa rentabilité et de voir mourir et de déposer le bilan. Si elle meurt, elle dépose le bilan, bah, tout ce qu'elle aura fait d'un point de vue environnemental, ça sert strictement à rien. Et en plus, elle aura créé du chômage sur le territoire. Et on sait que les territoires se désertifient de plus en plus. Donc, c'est important d'avoir un ancrage territorial fort. A contrario, si une entreprise ne fait que de l'économie, et ça, pour avoir une rentabilité maximum, en se moquant de l'environnement, en se moquant du social, eh ben, on va à terme à la perte. Et le meilleur exemple, c'est ce qui s'est passé pour Volkswagen il y a quelques années avec le Dieselgate, vous le savez bien. Donc, ils ont voulu faire de l'argent, ils ont triché, ils ont caché les choses, etc. En termes de pollution, eh ben, ça leur est retombé dessus. Ça leur coûte des milliards et des milliards d'euros aujourd'hui, de dollars à travers le monde. Ça a failli mettre en péril l'entreprise. Aujourd'hui, ils sont en train de se reconvertir à vitesse grand V vers l'électrique, l'hydrogène, etc. Parce qu'ils savent que l'avenir, c'est pas dans le diesel, etc. Donc, vous voyez, l'équilibre est très important. Il ne faut pas prendre une décision simplement pilotée par l'environnement ou pilotée par le social ou pilotée par l'économie. Il faut que ce soit un équilibre entre les trois. D'accord. Et vous, concrètement, en tant que directeur, comment ça se traduit dans votre travail, cette démarche RSE? Alors, et la première chose qu'il faut dire, c'est que la RSE, on en fait tous depuis très longtemps, mais on sait pas. Parce qu'on s'occupe de l'environnement, on s'occupe de faire de la rentabilité, on s'occupe quand même du social, etc. dans les entreprises, c'est normal. Mais on n'a jamais mis ces trois éléments, ces trois piliers l'un en face de l'autre pour essayer d'avoir l'équilibre. C'est ça qui manque dans la démarche pour arriver vers une démarche RSE. Donc, on sait qu'il faut préserver la nature pour pérenniser nos entreprises. On sait qu'il faut tenir compte des attentes sociétales, des changements d'attentes sociétales pour adapter nos produits aux futures générations. Mais aussi, on sait aussi qu'il faut gagner de l'argent pour continuer à vivre. Donc, tout ça, c'est très important. Donc, cette démarche, elle concerne toutes les entreprises. Alors, des actions qui peuvent être mises en place et qui ont été mises en place, par exemple, dans beaucoup d'entreprises, c'est par exemple des actions qui visent à améliorer la santé et la sécurité des consommateurs. Tout ce qui va vers des produits HVE, comme aujourd'hui ça devient presque une norme dans le Bordelais. Les vignobles HVE, on veut tous y aller. Et Grancher, par exemple, en 2021, tous ces vignobles seront HVE dans le Bordelais et partout en France. Et ça, c'est quelque chose qui répond à une attente du consommateur et à la bien-être du consommateur. Les produits bio, les produits sans sulfite, voilà. Donc tous ces éléments-là, c'est vers le consommateur. Toutes les actions qui permettent de réduire ou de maîtriser nos ressources naturelles, ça aussi c'est important. On sait que l'eau, il nous en manque. On sait que l'électricité, même si on le produit avec du nucléaire aujourd'hui, c'est quand même pas satisfaisant. Donc il faut quand même essayer d'avoir des conceptions qui permettent de préserver les ressources naturelles. Donc avec moins d'utilisation d'eau et moins d'utilisation d'énergie. Un exemple, par exemple, c'est aujourd'hui on a des pompes à chaleur qui font du froid. Et quand un appareil fait du froid, il fait du chaud en même temps. Le chaud, bien souvent, il est éjecté à l'extérieur. On peut le récupérer et c'est favorisé par des aides de l'État, le récupérer pour chauffer de l'eau. Voilà. Et donc, c'est des petites astuces comme ça qui permettent de préserver l'environnement, de limiter les consommations d'énergie. Une autre chose aussi, c'est tout ce qui tourne autour des collaborateurs. Je vous ai parlé des recrutements que l'on faisait, etc. Mais tout ce qui tourne autour de la qualité de vie au travail et des conditions de travail sur nos collaborateurs.
Donc ça, c'est très important. Pourquoi? Parce que ça permet par le biais d'avoir un milieu sain où les collaborateurs s'y retrouvent, ont une qualité de vie au travail, ont un environnement sûr de travail. Et si on leur donne la responsabilité et l'initiative, on leur demande de prendre des responsabilités et des initiatives et qui sont motivés, eh ben, c'est pérenniser des emplois, c'est des emplois beaucoup plus agréables. Donc c'est bien pour tout le monde. Après, localement, il faut aussi, on a la chance dans l'agriculture d'être, et dans la viticulture en particulier, d'être très ancré territorialement. On peut pas exporter des vignes en Chine pour faire du Bordeaux, ça c'est pas possible. C'est Bordeaux, c'est Bordeaux. Donc on a un ancrage territorial très fort, avec un impact socio-économique très fort. Donc il faut continuer à cultiver cet ancrage territorial en privilégiant des acteurs locaux pour des fournisseurs plus purs. Il faut faire attention, bien entendu, à tout ça. Et en plus, enfin, il faut quand même pas oublier la rentabilité. Là, tout ce que j'ai cité, c'est des actions, mais on voit pas très bien la rentabilité derrière. Mais il faut toujours coupler ça avec des actions de rentabilité. Tout à l'heure, j'ai parlé d'énergie. L'énergie, il y a une rentabilité. Si pour chauffer de l'eau, vous utilisez le chaud produit par une pompe à chaleur parce que vous faites du froid en même temps, et ce chaud-là, il ne sera pas produit par une chaudière, il sera produit par le chaud que vous n'évacuez pas à l'extérieur par des ventilateurs. Donc ça, c'est un gain d'énergie relativement important. D'accord. Donc toutes ces actions sont tous ces exemples que vous venez de nous citer finalement sont des actions que vous mettez en œuvre au sein des Grands Chais de France. Vous parliez des producteurs plus locaux, d'utiliser des ressources locales. Tout ça, c'est une démarche qui est une force chez vous en termes de. Oui, c'est une force chez nous. Alors comment ça s'appelle, les fournisseurs locaux, on y travaille dessus parce que vu la taille de notre entreprise, il y a parfois des difficultés à trouver des fournisseurs locaux qui peuvent répondre à nos demandes, à nos besoins. Mais on travaille beaucoup avec les vignerons. On a même créé des associations de vignerons dans le Nord Gironde pour alimenter notre centre de vinification afin de faire notre propre Bordeaux. Voilà, donc après, on a aussi beaucoup de vignerons avec qui on travaille et à travers les 700 hectares de vignes que l'on a sur la Gironde, et forcément, on a besoin de travailler avec des fournisseurs locaux à ce niveau-là. D'accord, oui, c'est ça. Et puis de vous appuyer aussi peut-être sur des partenaires tels que le comité interprofessionnel des vins de Bordeaux. D'ailleurs, je vais laisser maintenant la parole à Madame Marie-Catherine Dufour qui va nous expliquer comment elle peut aider ses adhérents, dont votre entreprise, les Grands Chais de France, peut-être à mettre en place la démarche RSE et à mettre en place des réseaux qui viennent renforcer toutes ces actions en faveur du développement durable. Madame Dufour, je vous laisse la parole. Donc oui, effectivement, à l'échelle de la filière de Bordeaux, on est en train de travailler sur la mise en place d'une démarche de responsabilité sociétale des entreprises. Et notre objectif, c'est d'embarquer un grand nombre des entreprises de la filière. Donc on a 5800 viticulteurs et 300 négociants. On n'embarquera pas tout le monde, mais en tout cas, l'idée, c'est d'avoir à peu près 2000 entreprises dans 10 ans qui seront labellisées dans le cadre de notre démarche qui s'appelle Bordeaux Cultivons Demain. Donc, c'est une démarche qu'on a construite autour d'une stratégie responsabilité sociale des entreprises, donc autour des 3 piliers que M. Melchior vient de vous décrire. Et cette stratégie, elle est ensuite déclinée en engagements, donc des engagements liés à l'environnement, en termes de neutralité carbone, en termes de diminution des intrants phytosanitaires, gestion des déchets, mais aussi sur les questions économiques, les questions sociales, les questions de territoire, et puis les questions liées aux attentes des consommateurs, aux liens entre les viticulteurs et les négociants. Ce qu'il faut savoir, c'est que la filière de Bordeaux, alors je crois que j'ai vu sur votre petit film de démarrage qu'en Nouvelle-Aquitaine, c'est 22 000 emplois directs, la viticulture et l'œnologie. La filière sur Bordeaux, donc en Gironde, les emplois directs et indirects, c'est 60 000 emplois en tout, liés à la vigne et au vin. Donc dans ces 60 000 emplois, il y a des gens qui travaillent dans les exploitations viticoles, d'autres chez les négociants, mais il y a aussi tous ces emplois autour
qui ne seraient pas présents s'il n'y avait pas la filière viticole. Alors, dans ces emplois, il y a les coopératives d'appro, il y a le mécanicien, il y a voilà, un certain nombre de métiers. Donc, on a déjà un nombre de métiers très important que je trouve votre film décrit plutôt très bien et que M. Melchior a complété avec les besoins sur le négoce. Mais c'est encore plus large que ça, parce qu'on peut, on peut aussi travailler pour la filière viticole et être en fait mécanicien et réparer des tracteurs. Voilà. Ce qui est important, enfin un des engagements peut-être qui est particulièrement important par rapport à à notre journée aujourd'hui, c'est les engagements sur attirer les compétences. Et on sait que dans la filière vitivinicole, on a un manque d'attractivité de notre métier, qu'il faut qu'on fasse connaître notre métier et qu'on le valorise mieux que ce qu'on fait à l'heure actuelle. Et puis, assurer la santé et la sécurité des salariés. Alors, assurer la santé et la sécurité des salariés, on ne part pas de zéro, évidemment, hein, mais l'idée, c'est bien d'aller le plus loin possible, de travailler aussi avec les salariés sur leur poste, parce que personne n'est mieux placé qu'une personne qui taille pour connaître les difficultés qu'elle peut avoir et essayer de les résoudre avec elle, parce que quand on est sur une chaîne d'embouteillage, on peut avoir des difficultés aux épaules, enfin voilà, parce qu'on fait des gestes répétitifs et il faut travailler avec les personnes concernées pour résoudre ces problèmes. Donc ça, c'est un peu une autre façon de travailler par rapport à des façons un petit peu plus traditionnelles, mais c'est important pour impliquer. Et je pense que notamment la nouvelle génération, ceux qui ont allé jusqu'à 30 ans aujourd'hui, ils ont besoin d'avoir du sens dans leur métier, donc il faut leur expliquer pourquoi ils font les choses. Et puis, il faut aussi les considérer un peu différemment et qu'ils soient plus acteurs de leur poste. Et puis, pour revenir sur attirer les compétences, moi, ce que je voudrais dire aussi, c'est que vous avez pu voir qu'il y avait il y avait un champ des possibles énorme en termes d'activité. On peut travailler à l'air libre, dans la nature, on peut travailler dans les bureaux, on peut faire de la traçabilité, ce qui demande beaucoup de rigueur, mais on peut aussi travailler dans des métiers où on fait appel à l'imagination. Donc j'ai envie de dire, dans les métiers de la vigne et du vin, tout le monde peut trouver un métier qui lui conviendra. Et il ne faut pas se mettre des barrières. Et on va travailler notamment sur l'inclusion. Donc, dans l'inclusion, il y a beaucoup de choses, mais il y a aussi la parité homme-femme. Et notamment, on a des métiers sur lesquels on est en déficit, on manque de monde, mais on a très peu de femmes qui vont vers ces métiers. Et donc, on commence à avoir des femmes tractoristes, mais on en a beaucoup moins que de femmes qui conduisent des poids lourds à l'heure actuelle. Moi, souvent, je regarde et je me dis, tiens, encore une femme dans un poids lourd. Et ça, il y a 15 ans, c'était inimaginable. Peut-être qu'une de nos étapes maintenant, c'est qu'on ait plus de femmes sur les tracteurs, parce que être tractoriste, c'est un métier très sympa et qui n'est pas juste voué aux hommes, quoi. Donc, il ne faut pas qu'on se prive de 50% des gens qui seraient en capacité de faire quelque chose. Donc, voilà. Et inversement, sur d'autres métiers qui sont très féminisés, je pense notamment aux métiers de l'administration et qui sont évidemment aussi ouverts aux hommes. Voilà. Donc en viticulture et en œnologie, il y a un champ des possibles qui est important. Tout le monde peut y trouver son compte et en tout cas, on est dans une réflexion très importante à l'échelle de l'interprofession et aussi du coup à l'échelle de chacune des entreprises pour peut-être le travailler un peu différemment dans les années à venir. D'accord. J'ai 2 questions qui sont arrivées entre-temps. Alors, pour aller, peut-être qu'il y en a une, on y répondra à la fin. Je pense qu'on laissera Monsieur Melchior y répondre. Il y en a une qui vous concerne, enfin qui concerne plus la présentation que vous êtes en train de faire, Marie-Catherine. On nous demande quels sont les autres métiers indirects. Vous en avez cité quelques-uns. Alors, il y a des métiers alors, il y a les courtiers qui sont, par exemple, un métier, en fait, le courtier, il fait le lien entre le viticulteur et le négociant. Donc, en général, le négociant a besoin d'un certain type de produit et les courtiers connaissent très bien les viticulteurs et donc vont à la recherche du produit recherché pour mettre en relation les deux familles. On peut aussi être œnologue. On peut être conseiller agricole, on peut être technicien dans une cave coopérative, enfin voilà, donc tous ces métiers-là, c'est des métiers un peu qui tournent autour des entreprises
qui sont au service des entreprises. Voilà. Alors après, sur des métiers, alors ça c'est plutôt des métiers avec des niveaux d'études importants. Sur des métiers avec des niveaux d'études un peu moins élevés, on a tous les métiers autour des établissements de travaux agricoles. Donc, des établissements de travaux agricoles, c'est des gens qui viennent dans la vigne chez quelqu'un, par exemple, quand il y a une pointe d'activité. Donc, il y a besoin de beaucoup de monde chez ces gens-là et ils recrutent beaucoup. Donc, plutôt sur des métiers de type… Saisonnier, peut-être? Est-ce que c'est ce qu'on appelle les emplois saisonniers? Alors, c'est pas que de l'emploi saisonnier, hein. Les établissements de travaux agricoles, il y a aussi des entreprises qui font le choix d'avoir peu d'effectifs dans leurs propres entreprises et qui font plutôt appel à des prestataires. Donc, chez ces prestataires-là, il y a des saisonniers, mais il y a aussi des gens qui sont en CDI chez ces gens-là, avec donc des niveaux, des gens qui sont vignerons, mais aussi des gens qui vont encadrer des équipes. Donc, on a aussi une multitude de métiers possibles dans ce cadre-là. D'accord. Je rajouterais Marie-Catherine, c'est que il y a aussi les embouteilleurs sur les camions d'embouteillage qui vont dans les châteaux. Et ça, c'est une grosse. Ça fait parce que les châteaux viticoles ont rarement des lignes d'embouteillage. Donc, quand ils veulent faire une mise en bouteille, mise au château, c'est un camion d'embouteillage qui vient sur le château pour faire la mise en bouteille. Donc là, il y a toute une logistique, des camions, des gens spécialisés. Et là, il y a plusieurs entreprises qui existent en Gironde. Alors, et puis après, il y a les métiers de la tonnellerie, il y a les verriers, il y a, voilà. Donc, par exemple, au lycée de Blanquefort, il y a depuis maintenant quelques années une formation pour devenir tonnelier. Donc, ça, c'est des métiers un peu spécifiques à notre filière, hein, mais sur lesquels il y a un vrai savoir-faire à acquérir. Et il y a des formations qui existent et qui permettent de… c'est un très beau métier, quoi. On travaille le bois, on chauffe, on travaille vraiment sur des matières nobles. Ça demande beaucoup de technicité et c'est des formations qui existent. On a ici une formation sur le lycée agricole qui s'appelle Cap Métier, Cap Conduite. Cap Métier, c'est pas la même chose. Cap Conduite, qui permet de devenir tractoriste. Et Cap Conduite, personne n'est au chômage en sortant de Cap Conduite. Ils ont du mal à l'heure actuelle à remplir la formation, donc il ne faut pas hésiter. D'accord. Alors, j'ai une question aussi, peut-être Monsieur Melchior, vous pourriez répondre, mais Marie-Catherine aussi. Quelles sont les tâches d'un caviste? Quelles sont ses différentes missions? Alors, le caviste, ça dépend où on travaille. Si on travaille dans une propriété viticole, on va assurer l'entrée de la vendange, faire le pressurage, lancer les vinifications, faire les relevages. Les relevages, c'est pomper le vin en bas de la cuve et le repasser sur le marc de raisin qui est en haut de la cuve pour extraire la couleur. Après, on va faire l'écoulement de la cuve pour récupérer le vin, pressurer le vin, et élever le vin, soit en cuve, soit en barrique. Donc, tout ça, c'est des métiers de caviste. C'est très large, hein, et ça dépend des propriétés. Dans un négoce où nous, on ne fait pas de vinification, on reçoit du vin. Les métiers de caviste, ça consiste en quoi? C'est on reçoit du vin brut, il va falloir le préparer à la mise en bouteille. Donc, déjà, il y a des filtrations à faire. Parfois, il y a des assemblages. Par exemple, si on reçoit plusieurs vins de Bordeaux, on a toujours le droit d'appeler Bordeaux en faisant des assemblages de Bordeaux différents, de différents territoires, mais ça permet d'avoir un goût particulier, un caractère particulier. Donc ça va être le travail des cavistes dans une maison de négoce qui prépare le vin à la mise en bouteille en adaptant les assemblages au type de produit fini que l'on veut obtenir et en filtrant les vins et en les préservant, en mettant juste ce qu'il faut de sulfite à l'intérieur quand on ne peut pas faire autrement pour la stabilité des vins. Voilà, c'est ça un métier de caviste. Hein, alors, et la différence entre les deux, c'est que dans un métier de caviste, on travaille toute l'année quasiment. Un métier toute l'année à constant, il n'y a pas de pic de saisonnalité ou très peu. Par contre, dans une propriété viticole, il y a un gros pic d'activité qui est les vendanges,
où là, on va travailler jusqu'à 60 heures par semaine pendant quelques semaines. Hein, c'est important. Par contre, après le reste de l'année, alors les équipes sont renforcées, c'est ce que disait Marie-Catherine tout à l'heure, avec des emplois saisonniers ou d'autres personnes qui viennent aider dans l'entreprise. Mais après, il y a quand même des cavistes qui restent, qui sont en demeure au niveau du château et qui, lui, va suivre l'élevage du vin tout au long de l'année jusqu'à la commercialisation. D'accord. Alors moi, je voudrais rajouter aussi que cette semaine, comme c'était la semaine de la découverte des métiers de la vigne et du vin, on a fait plusieurs séminaires de job, notamment un sur le métier de caviste, un sur le métier d'embouteilleur. Donc ces séminaires de job, ils sont passés, mais par contre, on va les retrouver pour les personnes que ça intéresse en replay assez prochainement sur la chaîne YouTube de Cap Métier. Et on a un autre séminaire de job vendredi qui est sur les métiers du vigneron, avec quelqu'un qui viendra nous parler de son exploitation et comment elle travaille sur son exploitation en tant que vigneron. Je vois qu'on a encore quelques questions. Alors, je vous les lis. Vous avez parlé d'inclusion et la difficulté de recrutement. Y a-t-il une politique pour recruter des personnes en situation de handicap au niveau de l'interprofession? C'est vrai qu'on n'en a pas parlé. On aurait pu se poser la question de savoir si les postes étaient ouverts, adaptés aux personnes en situation de handicap. Peut-être que ça dépend le poste et ça dépend du handicap, mais je vous laisse répondre, Marie-Catherine, si vous le souhaitez, ou Monsieur Melchior, d'abord. Le monde du handicap est très vaste, donc c'est effectivement un peu à travailler au cas par cas. Donc, bon, nous, notre démarche, là, on vient de finir la première partie, on vient de finir notre référentiel. On a, dans l'inclusion, il y a effectivement des choses sur le handicap, mais honnêtement, pour l'instant, c'est encore un peu léger. Mais c'est une problématique, oui. En tout cas, c'est quelque chose qu'on a identifié comme étant un point sur lequel il fallait qu'on aille plus loin. Donc, je suis en train de réfléchir à des objectifs pour plus d'inclusion du handicap dans notre politique de responsabilité sociétale des entreprises. C'est pas encore, enfin voilà, c'est encore très perfectible. Néanmoins, il y a quand même deux, trois petites choses, deux, trois petites pistes. On a des établissements qui encadrent des personnes handicapées et qui travaillent dans des exploitations viticoles et j'ai comme projet d'aller les rencontrer parce que je pense qu'il y a quelque chose à travailler avec eux. Et puis, dans le cadre des apprentis d'Auteuil, c'est 10 exploitations viticoles qui prennent en apprentissage sur un an 10 apprentis. Et parmi ces apprentis, je sais que sur certaines sessions, il y a eu des gens qui avaient des handicaps. Et en fait, l'idée, c'était de pouvoir à la fois les former et à la fois les encadrer par rapport à ce handicap. Donc c'est pas une action spécifique pour le handicap, mais en tout cas il y avait parfois des gens en situation de handicap et donc il y avait des choses inspirantes par rapport à ça pour à la fois former et à la fois accompagner. Mais ce qui est évident, c'est que dans les métiers de la vigne et du vin, il y a une place pour les gens handicapés. Ça c'est évident, oui. Et il faut qu'on le travaille encore plus. Oui. D'accord. J'ai encore une dernière question. Vous vouliez rajouter quelque chose, Monsieur Melchior? Non, j'ai cru. Non, mais comme disait Marie-Catherine, ça dépend du handicap. Hein. Il y a des gens qui sont reconnus comme travailleurs handicapés et on le voit même pas. Donc, ils peuvent travailler sur n'importe quel type de poste. Par contre, il y a des gens qui ont des handicaps physiques très importants, donc il faut avoir des postes adaptés à leur reconnaissance. Après, il y a des gens qui sont entre les deux, et là, il y a des adaptations de postes qui sont possibles. Hein. Nous, par exemple, au Branché, on a un accord handicap qu'on a signé avec la direction du travail départementale du travail, de façon à accompagner les personnes qui sont en situation de handicap. Mais la difficulté qu'on a aussi, c'est que parfois, il y a des gens qui sont en situation de handicap et qui ne se signalent pas, donc qui souffrent physiquement. Ils se signalent pas parce qu'ils ont peur qu'on les vire. Hein, c'est le concept général. Alors, c'est pas du tout ça. Aujourd'hui, le handicap doit être pris, comme disait Marie-Catherine, très au sérieux et même plus au sérieux qu'on le fait aujourd'hui. Très bien. Alors, j'ai une dernière question et puis après, ça va être l'heure de se quitter parce que c'est passé vite finalement. Et je remercie tous nos participants pour toutes leurs questions. Une dernière question. Quelqu'un nous demande, est-ce que le passage en viticulteur biologique peut être complètement intégré à la démarche RSE?
Alors, oui, c'est évident, mais c'est pas une obligation. Mais c'est si ça fait partie, comment dire, du souhait de l'entreprise, du souhait de la filière, etc. Ça peut être inclus dedans. Faire du bio, c'est répondre à des attentes de consommateurs. C'est une attente sociétale. Donc c'est l'un des piliers de la RSE. Donc faire du bio, c'est une attente sociétale. Donc mais il faut pas non plus dire on va faire du bio à tout va, etc. Peut-être qu'il y a un marché pour le non bio. Peut-être que dans 10 ans, 20 ans, on sera sur autre chose encore, parce que le bio c'est qu'une étape. Il y a l'agriculture raisonnée qui est encore plus poussée, etc. Donc voilà, il ne faut pas s'arrêter à un concept. Mais le bio répond à une des attentes sociétales et donc le bio est parfaitement inscrit dans la RSE. Par rapport à notre référentiel, en fait, quand vous êtes bio, vous pourrez cocher des cases automatiquement. Donc, il y a des choses qu'on ne vérifiera pas puisque vous êtes en bio, vous le faites forcément. Par exemple, dans le référentiel, il y a écrit « Mon entreprise a réduit ou n'utilise plus de produits cancérigènes, mutagènes, reprotoxiques, c'est les produits les plus dangereux. » Si vous êtes en bio, vous ne les utilisez pas, donc ce n'est pas la peine de revérifier. Donc, en fait, les certifications environnementales, dont la certification bio, elle est valorisée dans le cadre du référentiel parce que ça permet d'aller plus vite et de ne pas revérifier ce genre de choses. Par contre, là où je pense qu'il y a il faut peut-être le dire, c'est que complètement intégré à la démarche, il ne faut pas confondre les deux labels. Le label agriculture biologique, ce n'est pas la même chose que le label Bordeaux Cultivons Demain ou un autre label RSE. Et vous n'aurez jamais la double équivalence. Donc, il y aura toujours 2 audits à passer quand même. Très bien. Bon, c'est un peu technique, mais bon. Oui, non, mais c'est quand même très intéressant et ça prouve que voilà, on avance et on avance dans le bon sens et on tient compte au-delà d'une notion de production aussi de l'environnement et de la qualité de vie au travail et c'est très important. Ça permet aussi peut-être de donner plus envie aux auditeurs, aux participants qui nous écoutent aujourd'hui de se tourner vers les métiers de la vigne et du vin. En tous les cas, je voulais remercier particulièrement mes intervenants d'aujourd'hui, Magda, Monsieur Melchior et Marie-Catherine Dufour, et puis remercier également les participants qui étaient connectés. Merci pour vos questions. D'ici quelques temps, vous retrouverez sur le site de Cap Métiers, là, si vous avez envie, le replay de cette mini-conférence d'aujourd'hui, ainsi que tous les autres C'est mon job qui seront présentés, qui ont été présentés, qui vont l'être toute la semaine. N'hésitez pas à vous inscrire sur l'agenda sur le site de capmétier.fr. Il reste encore des places pour les ateliers à venir. Et si vous avez des questions plus particulières sur une recherche de formation, vous pouvez aussi contacter les conseillers de la ligne de Cap Métiers, les conseillers à l'orientation, au 0800 940 166. L'appel est gratuit. Ils pourront répondre à toutes vos questions. Merci beaucoup et à bientôt. Au revoir. À bientôt. Merci à vous. Au revoir.